Papa, s'il reste une once de vérité dans ton amour pour moi, viens à ma remise de diplôme demain. Henri Beaumont avait enterré sa fille il y a 2 ans, mais un message envoyé de son numéro déchira la fausse paix de sa famille. Claire était morte sur les documents, sur les photos des obsèques et dans la mémoire publique des Beaumont, mais quelqu'un connaissait des détails qu'aucun imposteur n'aurait pu savoir. Tandis que l'épouse d'Henri tente d'effacer le message avant qu'il ne réfléchisse trop, le passé commence à saigner par de petites fissures. Une cérémonie de remise des diplômes à Lyon pourrait révéler que la plus grande tragédie de cette famille n'a jamais été la mort de Claire, mais plutôt le mensonge qu'ils ont mis à sa place. Pour découvrir la vérité, Henri devra affronter non seulement les ennemis au sein de sa propre maison, mais aussi sa propre culpabilité. Le grand salon de l'hôtel particulier Beaumont, à Paris, était rempli de coupes coûteuses, de fleurs blanches et de voix trop basses pour paraître sincères. C'était le 2e anniversaire de la mort de Claire, et Béatrice avait transformé le souvenir de sa belle-fille en une cérémonie élégante, contrôlée, impeccable, comme si même le deuil devait obéir au protocole familial. Sur le piano à queue, il y avait une photo de Claire à 19 ans, souriante les yeux vifs, portant le fin collier hérité de sa mère. Henri resta devant cette image trop longtemps. Avec une coupe intacte à la main et une vieille douleur prisonnière dans sa poitrine, son téléphone vibra, 1 fois, 2 fois. Il regarda par réflexe, n'attendant rien d'autre que des messages de cadres, d'avocats ou de connaissances offrant des condoléances tardives, mais le nom sur l'écran fit disparaître le sang de son visage. Claire. Le message disait « Papa, tu as promis de ne pas manquer ma remise de diplôme, demain, à 19. N'arrive pas en retard de nouveau. » Pendant quelques secondes, Henri ne respira plus. Le salon continuait d'être rempli de murmures, de pas, de couverts heurtant la porcelaine, mais tout sembla s'enfoncer dans un silence épais. Impossible. Béatrice perçut la première le changement sur son visage et traversa le salon avec un sourire tendu. « Henri, que s'est-il passé ?» Il ne répondit pas. Marc, fils de Béatrice et directeur financier de Beaumont Investissement, s'approcha juste derrière, ajustant le revers de son costume comme quelqu'un qui se préparait à une crise d'entreprise non familiale. Henri leur montra l'écran. Béatrice lut le message et son expression se durcit avant qu'elle ne puisse feindre le choc. « C'est de la cruauté, dit-elle doucement. Quelqu'un utilise le nom de Claire pour te blesser. » Marc inclina la tête et compléta. « Ou pour extorquer de l'argent. Papa, donne-moi ce téléphone. J'appelle tout de suite le service de sécurité numérique. » Henri serra l'appareil contre sa paume, comme si quelqu'un avait essayé de lui arracher la dernière chose vivante de sa fille. « Personne n'y touche, » répondit-il. Sa voix était rauque, presque méconnaissable. Béatrice inspira profondément, contrôlant son propre ton, car il y avait des invités qui observaient. « Mon amour, Henri, Claire est morte. Nous avons enterré ta fille. Tu as toi-même signé les papiers. » La phrase frappa Henri comme un coup. Il regarda le portrait sur le piano, puis le message, puis son épouse. « J'ai signé parce que vous m'avez dit que c'était son corps. » Béatrice pâlit pendant une infime fraction de seconde, trop vite pour que les autres le remarquent, mais pas pour Henri. Marc intervint, d'une voix dure. « Ça n'a aucun sens. L'accident a été confirmé. L'hôpital a confirmé. L'avocat de la famille a confirmé. » Henri lut le message une fois de plus, accroché à un petit mot, remise de diplôme. Claire s'était disputée avec lui avant de mourir parce qu'elle voulait étudier le droit à Lyon, loin de l'entreprise, loin du nom Beaumont. Il avait qualifié cela de rébellion. Elle l'avait qualifié de liberté. Lors de leur dernière dispute, Claire avait claqué la porte et dit « Un jour, tu arriveras trop tard, papa. » Maintenant, cette phrase revenait déguisée en invitation. Une femme âgée, tante d'Henri, s'approcha, lui demandant s'il se sentait mal. Mais Béatrice la repoussa délicatement. Ensuite, elle saisit fermement le bras de son mari. « Allons au bureau, maintenant. » Henri se laissa guider, mais ne lâcha pas son téléphone. Dans le couloir, loin des invités, Béatrice perdit une partie de sa douceur. « Tu ne peux pas te laisser détruire par un message. Pas de nouveau. » Henri s'arrêta au milieu du chemin. De nouveau, elle ferma les yeux comme si elle en avait trop dit et corrigea. « Je veux dire, tu as failli mourir de culpabilité une fois. Je ne vais pas assister à ça une autre fois. » Il la fixa. Il y avait de l'amour sur son visage, ou quelque chose qui ressemblait à de l'amour quand la lumière était favorable. Mais il y avait aussi de la peur. Pas peur pour lui, peur de quelque chose qu'il pourrait découvrir. Le message vient de l'ancien numéro de Claire. « Henri, ce numéro a été résilié, » rétorqua Béatrice. Alors quelqu'un l'a récupéré. Il approcha le téléphone de son visage. Et quelqu'un savait que j'avais promis d'aller à sa remise de diplôme. Personne ne le savait. Béatrice détourna le regard. Marc, qui les avait suivis jusqu'à la porte du bureau, fronça les sourcils. Claire parlait beaucoup, Henri. Elle a pu le dire à des amis. Henri rit sans joie.
Elle n'appelait pas ça une remise de diplôme. Elle appelait ça une fuite diplômée. Elle disait que je ne mettrais les pieds dans une université publique que si c'était pour acheter le bâtiment. Le souvenir le blessa profondément, car à l'époque, il avait ri avec mépris. Claire n'avait pas ri. Claire avait pleuré. Béatrice toucha son épaule. D'une voix plus basse maintenant. Tu cherches des signes parce que tu te sens coupable, et je comprends. Mais la culpabilité ne ressuscite personne. Henri regarda sa main sur son épaule. Pour la première fois depuis des années, il eut envie de la repousser. Ça n'enterre pas non plus les questions. Marc ouvrit la bouche pour répliquer, mais le téléphone vibra de nouveau. Une image arriva, c'était une mauvaise photo, floue, prise de loin. Elle montrait une jeune femme en toge noire, de dos, devant un mur universitaire. À son poignet gauche brillait un bracelet en argent, avec une petite lune pendue. Henri sentit ses jambes fléchir. Ce bracelet lui avait été offert pour le 15e anniversaire de Claire, une rare tentative de compenser les absences par de la délicatesse. Après l'accident, Béatrice lui avait dit que le bracelet avait été perdu dans l'incendie de la voiture, la police ne l'avait jamais rendu, l'hôpital ne l'avait jamais mentionné. Pourtant, le voilà, attaché au poignet d'une femme qui, de dos, avait la même façon d'incliner les épaules quand elle voulait paraître plus forte qu'elle ne l'était. « C'est un montage », dit Marc, mais sa voix trembla. Béatrice arracha le téléphone des mains d'Henri d'un mouvement brusque. Il réagit rapidement, lui saisissant le poignet. La coupe qui était encore dans l'autre main tomba sur le tapis, répandant du vin comme du sang sombre. « Rends-le-moi », ordonna-t-il. Béatrice se figea. « Tu me fais mal au bras. » Henri lâcha, effrayé de lui-même, mais récupéra l'appareil. « Désolé, mais n'essaie pas d'effacer ma fille demain. » La porte du bureau se referma de l'extérieur. La cérémonie continuait avec une musique discrète, comme si l'hôtel particulier ne se fissurait pas de l'intérieur. À l'intérieur, Henri faisait les 100 pas, essayant d'appeler le numéro de Claire. Ça sonna une fois, 2 fois. À la 3e, ça tomba sur la messagerie vocale. Il n'y avait pas de voix, seulement le silence. Béatrice s'assit sur le canapé en cuir, croisant les jambes, recomposant l'image d'une femme sensée. « Henri, écoute-toi. Si Claire était vivante, elle serait revenue. Elle t'aurait cherché avant. » La phrase fit mal parce que c'était exactement ce qu'il craignait. Peut-être sa fille était-elle vivante et avait-elle choisi de ne pas revenir. Peut-être sa mort avait-elle été moins cruelle que l'abandon qu'il méritait. Et si elle n'a pas pu, demanda-t-il. Marc répondit. Papa, tu construis un absurde sur 2 messages. Henri se tourna vers lui. Et vous essayez de détruire cet absurde trop vite. Le silence qui suivit fut pesant. Béatrice se leva. Elle se dirigea vers la table et prit le petit cadre photo près des livres. Sur la photo, Claire apparaissait aux côtés d'Henri à Saint-Tropez, encore adolescente, les cheveux mouillés et un sourire rare. Béatrice regarda l'image avec une tristesse si bien dessinée qu'elle en fut presque convaincante. « J'ai aussi perdu Claire », dit-elle. Henri la fixa. « Non, tu as perdu une belle fille qui ne t'a jamais aimé. J'ai perdu une fille que je n'ai pas su écouter. » Béatrice serra le cadre photo avec force. « C'est injuste. » Il répondit sans élever la voix. « Peut-être. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la force d'être juste envers qui que ce soit. » Marc passa la main dans ses cheveux, irrité. « Que comptes-tu faire? Prendre un jet privé pour Lyon à cause d'une photo floue ?» Henri regarda l'écran où le mot demain semblait vibrer. « Oui. » Béatrice resta immobile. Un instant, toute son élégance disparut et Henri vit quelque chose de cru, presque agressif, traverser ses yeux. « Tu n'iras pas. » La phrase sortit courte, fausse, trop autoritaire. Marc le remarqua et regarda sa mère. Henri aussi. « Comment ?» Béatrice corrigea vite son ton. « Tu ne devrais pas y aller. C'est différent. Ta santé émotionnelle, la presse, les actionnaires, tout cela pourrait se transformer en scandale. » Henri s'approcha d'elle lentement. « Depuis quand te souciais-tu plus des actionnaires que de la possibilité que Claire soit vivante ?» Béatrice répondit. « Depuis que je t'ai vu essayer de te détruire après l'enterrement ?» Henri ferma les yeux. L'enterrement. Ce jour sans corps exposé. Sans adieu. Sans dernier contact. Juste un cercueil scellé. Des explications techniques. Des recommandations médicales. Des avocats pressés et Béatrice lui tenant la main en disant que voir le corps ne ferait qu'accroître le traumatisme. Il avait accepté. Signé. S'était effondré. Cette nuit-là, après le départ des invités et le retour de l'hôtel particulier à sa luxueuse prison, Henri entra seul dans l'ancienne chambre de Claire. Béatrice détestait cette pièce, mais elle n'avait jamais osé la démonter complètement. Il y avait des livres de droit empilés, une veste en jean accrochée derrière la porte, des photos d'amis collées sur un mur et une boîte en bois avec de vieux tickets, des lettres et des babioles que sa fille gardait comme preuve qu'elle avait vécu en dehors de l'ombre de son père. Henri ouvrit la boîte, les mains tremblantes. Il trouva un vieux mot de Claire, écrit à 16 ans, se plaignant d'un voyage annulé. À la fin, il y avait une phrase « N'arrive pas en retard de nouveau ».
La même façon de couper le mot arrive, par entêtement ou par hâte. Le message du téléphone avait la même erreur. Henri s'assit sur le lit et pour la première fois en 2 ans, ne pleura pas Claire comme morte. Il pleura de ne pas savoir où elle se trouvait. Près de minuit, Raphaël Dubois arriva par l'entrée latérale de l'hôtel particulier. Il était avocat, trop jeune pour porter tant de gravité dans le regard, mais il connaissait de vieux secrets de la famille Beaumont, car il avait travaillé avec Hélène, la première épouse d'Henri et mère de Claire. Henri le reçut au bureau, sans allumer toutes les lumières, lui montra les messages, la photographie et le bracelet. Raphaël ne réagit pas avec un étonnement théâtral. Il devint seulement grave d'une manière qui effraya encore plus Henri. « J'ai besoin de te demander une chose avant tout mouvement, dit-il. As-tu vu le corps de Claire ?» Henri mit du temps à répondre. « Non. » Raphaël posa ses doigts sur la table. « Qui l'a reconnu ?» Henri eut honte de sa propre réponse avant de dire « L'hôpital, l'avocat de la famille. Béatrice s'est occupée de tout parce que j'étais sous sédatif. » Raphaël respira lentement. « Alors, nous n'avons pas une mort. Nous avons des documents disant qu'il y a eu une mort. » La phrase changea l'atmosphère du bureau. Henri se leva, comme s'il avait besoin de hauteur pour supporter cela. « Tu crois que Claire est vivante ?» Raphaël ne répondit pas immédiatement. Il prit son téléphone, agrandit l'image et montra le coin gauche, où apparaissait une partie d'une plaque bleue, Université Lumière Lyon 2. « Demain, il y a une remise des diplômes de droit dans l'un des amphithéâtres. Je peux confirmer la liste des diplômés par des moyens légaux dès le matin. » Henri serra le poing sur le bord de la table. « J'y vais. » Raphaël acquiesça. « Vas-y. Mais pas comme un père désespéré. Vas-y comme quelqu'un qui sait que si cela est vrai, celui qui a caché Claire a eu 2 ans pour effacer les traces. » Henri le regarda, se souvenant de Béatrice de l'autre côté de la maison. « Et si la personne est ici ?» Raphaël soutint son regard. « Alors fais comme si tu n'avais encore rien remarqué. » Le lendemain matin, Béatrice trouva le lit d'Henri intact et le dressing ouvert. Elle descendit les escaliers à pas rapides, sans maquillage complet, chose assez rare pour effrayer une ancienne employée. Marc était dans le hall, lisant un message sur son téléphone. « Il est parti ?» demanda-t-elle. Marc ne répondit pas. Béatrice lui arracha l'appareil des mains et ne vit qu'une confirmation de vol pour Lyon émise avant l'aube. Un instant, le masque tomba complètement. « Mince, Henri !» murmura-t-elle. Marc observa sa mère comme s'il la voyait pour la première fois. « Pourquoi as-tu si peur ?» Béatrice leva les yeux et la réponse vint trop durement. « Parce que les morts doivent rester morts quand une famille entière en dépend. » Dès qu'elle réalisa ce qu'elle avait dit, elle tenta de reprendre le contrôle, mais Marc avait déjà fait un pas en arrière. Le silence entre eux fut plus accusateur que n'importe quelle question. Dans le jet privé, Henri ne toucha pas au café servi, ni au rapport laissé par la secrétaire. Raphaël s'assit devant lui avec une fine mallette et une tablette, mais parlait également peu. En dessous, les nuages cachaient le chemin jusqu'à Lyon, comme si le ciel lui-même conspirait pour retarder la vérité. Henri ouvrit la galerie de son téléphone et alterna entre l'ancienne photo de Claire et l'image floue de la diplômée de dos. Aucune preuve n'était suffisante, toutes étaient impossibles à ignorer. « Si c'est une fraude, je survivrai, » dit-il, sans regarder Raphaël. « Mais si c'est elle ?» Sa voix faiblit. Raphaël termina avec soin. « Si c'est elle, monsieur devra écouter avant de demander pardon. » Henri déglutit difficilement. Pour la première fois, il comprit que retrouver Claire vivante n'était peu, être pas recevoir un miracle. C'était peu, être assisté au jugement le plus intime de sa propre vie. Quand la voiture quitta l'aéroport et entra dans les rues animées de Lyon, Henri ressentit un étrange vertige. Ce n'était pas seulement la ville, c'était l'idée que Claire avait être respiré cet air pendant 2 ans, pendant qu'il priait devant une tombe. L'amphithéâtre de l'université était situé près de vieux arbres et de bâtiments clairs, sans le luxe agressif des endroits où les Beaumont avaient l'habitude de l'emporter. Il y avait des familles avec des fleurs, des pères prenant des photos, des mères pleurant avant l'heure, des jeunes riant fort avec des toges sous le bras. Henri s'arrêta devant l'entrée et ne put presque pas continuer. Raphaël toucha son épaule. Il est encore temps de faire demi-tour. Henri regarda les parents qui étreignaient leurs enfants vivants et répondit « Je suis déjà arrivé trop tard une fois. » Puis il entra. Sur le mur des diplômés, parmi des dizaines de noms, il trouva une petite photographie d'une jeune femme nommée Lise Leroy. Le visage était plus fin. Il y avait une discrète cicatrice près du sourcil. Mais les yeux étaient ceux de Claire. Et, pour la première fois en 2 ans, Henri Beaumont fut certain que sa fille n'était pas dans la tombe. Henri resta immobile devant le mur, comme si le sol de l'université avait disparu sous ses chaussures coûteuses. La photographie de Lise Leroy était petite, imprimée à côté de dizaines de visages souriants. Mais pour lui, il n'y avait que ses yeux, les mêmes yeux que Claire levait quand elle voulait le défier, les mêmes qui se voilaient de larmes quand il promettait d'arriver et n'arrivait pas. Raphaël s'approcha lentement,
sans le toucher cette fois. Henri, respire. Une ressemblance ne suffit pas. Mais Henri était déjà penché vers la plaque, lisant le nom complet, le cursus, la promotion, l'heure de la remise des diplômes. « Lise Leroy », répéta-t-il, comme si le nom lui faisait mal à la bouche. « Qui lui a donné ce nom ?» Raphaël répondit à voix basse. « Ou qui a eu besoin de lui enlever l'autre ?» Autour d'eux, des familles passaient avec des bouquets, des sacs de cadeaux et des téléphones levés pour immortaliser un jour heureux. Henri enviait cette normalité. Pendant 2 ans, il avait porté des fleurs sur une tombe. Maintenant, il voyait des parents se plaindre du stationnement tout en étreignant leurs enfants vivants. Cela l'humiliait intérieurement. Raphaël conduisit Henri vers une zone latérale, loin du flux des invités. Il avait confirmé par téléphone que Lise Leroy figurait bien sur la liste officielle des diplômés en droit, mais l'université ne pouvait pas fournir de données personnelles au-delà de ce qui était public. Malgré tout, un détail l'inquiétait. « Elle est entrée par transfert 2 semestres après l'accident de Claire », dit Raphaël, en regardant la tablette. Avant cela, il n'y a presque rien. Une simple adresse dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Aucun ancien dossier scolaire annexé au système ouvert. Aucun parent listé dans les hommages de la promotion. Henri serra les doigts contre son alliance, un vieux geste d'anxiété. Claire voulait le droit. Elle voulait prouver qu'elle pouvait exister sans mon nom. Raphaël observa l'amphithéâtre, où des techniciens testaient des microphones. Si c'est elle, quelqu'un l'a aidée. Une jeune femme sortant d'un grave accident, sans nom, sans argent, ne reconstruit pas seule ses documents et sa vie. Henri se tourna vers lui. « Tu crois qu'Hélène a laissé quelque chose ?» Le nom de sa première épouse les traversa comme une ombre. Raphaël répondit avec prudence. « Hélène faisait peu confiance à la famille Beaumont. Peu, être plus que vous ne l'imaginiez. » Tandis qu'Henri tentait de rassembler son courage pour entrer dans l'amphithéâtre, à Paris, Béatrice fermait la porte du dressing avec tant de force qu'une des employées s'arrêta dans le couloir. L'hôtel particulier, trop propre après la cérémonie de la veille, semblait l'accuser en silence. Elle prit un vieux téléphone portable, rangé dans un tiroir secret, un appareil que Marc n'avait jamais vu et dont Henri n'aurait jamais soupçonné l'existence. Elle appela le docteur Antoine Duval, directeur administratif de l'hôpital Sainte-Marguerite, à Paris, où Claire avait été transportée après l'accident. « Il est allé à Lyon », dit Béatrice, sans salutation. De l'autre côté, il y eut une longue pause. « Béatrice, après 2 ans, tu ne peux pas m'appeler comme ça. » Elle rit sans joie. « Ne me parle pas de temps. Le temps, c'est ce que j'ai acheté pour nous tous. » Antoine baissa la voix. « Les dossiers sont clos. » Béatrice se regarda dans le miroir et vit une femme sans maquillage, sans patience, sans marge d'erreur. « Close ne signifie pas mort. Je veux savoir qui a accédé à un quelconque enregistrement lié à cette nuit-là. » Le médecin respira lourdement. « Cela laisse des traces. » Béatrice répondit. « Alors efface mieux. » Marc n'écouta que la fin de la conversation. Posté devant la chambre, invisible par l'étroit interstice de la porte, il n'avait pas compris tous les mots, mais il avait compris le ton. Sa mère ne parlait pas comme une femme protégeant un mari blessé, elle parlait comme quelqu'un protégeant un vieux crime. Quand Béatrice sortit, il fit semblant de chercher une mallette sur le buffet. « Tu vas bien ?» demanda-t-il. Elle recomposa son visage avec une vitesse effrayante. « Ton beau-père est manipulé. Je dois l'empêcher de détruire notre famille. » Marc soutint son regard. « Notre famille ou ta version d'elle ?» La question l'offensa. « Attention à ce que tu insinues. » Il voulut reculer, comme il reculait toujours quand Béatrice lui rappelait tout ce qu'elle avait fait pour le faire entrer dans Beaumont Investissement. Mais une phrase lui était restée en tête depuis le matin. « Les morts doivent rester morts quand une famille entière en dépend. Maman, Claire est peu, être vivante. » Béatrice s'approcha de lui avec un calme dangereux. « Claire est morte parce qu'elle devait mourir pour qu'Henri survive. » Marc eut froid. Ce n'est pas une réponse. Elle toucha son visage, maternelle et menaçante à la fois. « C'est la seule que tu auras aujourd'hui. » À Lyon, Lise Leroy était dans les toilettes réservées aux diplômés, tenant le bord du lavabo à 2 mains, la toge noire ouverte sur sa robe simple et le bracelet en argent tremblait à son poignet gauche. Dans le miroir, elle voyait Lise, la femme qui avait appris à signer un nom d'emprunt sans pleurer. Mais derrière ses yeux vivait toujours Claire Beaumont, fille d'Hélène, fille d'Henri, jeune fille qui un jour avait cru que son père viendrait si elle le demandait assez fort. Une collègue entra en riant, parlant de photos, de maquillage et de mère nerveuse, mais s'arrêta en voyant Lise pâle. « Tu te sens mal ?» Elle sourit légèrement. « Juste nerveuse. » La collègue plaisanta en disant que la remise des diplômes faisait plus peur qu'un jury. Élise faillit répondre qu'elle avait déjà survécu à des jugements pires. Au lieu de cela, elle mouilla ses doigts et toucha la cicatrice près du sourcil. On lui avait dit que ce visage serait une protection, mais la protection pouvait aussi devenir une prison. Elle avait vu Henri dans le couloir avant de se cacher. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne si tôt. Une partie d'elle voulait courir, le frapper à la poitrine et demander pourquoi il n'avait pas ouvert le cercueil.
Pourquoi laisser Béatrice parler pour tout le monde? Pourquoi il avait pleuré devant une pierre tombale, mais n'avait jamais soupçonné son silence? Une autre partie, plus petite et plus enfantine, voulait seulement entendre sa voix dire « Ma fille », sans aucun doute. Le téléphone vibra avec un message de Raphaël, envoyé au numéro qu'elle avait utilisé à l'aube. « Il est là, je ne forcerai pas la rencontre. Tu décides. » Claire ferma les yeux. Raphaël avait été le pont le plus improbable de sa vie. Le seul qui avait reconnu dans son récit fragmenté les anciennes précautions d'Hélène. Il ne l'avait pas sauvée de l'accident, mais l'avait aidée à transformer la peur en preuve. Malgré tout, elle ne faisait pas entièrement confiance à quiconque avait respiré l'air de la famille Beaumont. Elle tapa seulement. Aujourd'hui, il regarde. Demain, il écoute. La cérémonie commença par de longs discours, des applaudissements et cet orgueil collectif qui faisait que les parents se penchaient en avant à chaque nom prononcé. Henri s'assit au fond, non au premier rang réservé aux invités spéciaux. Raphaël resta à côté, attentif aux mouvements dans l'amphithéâtre et aux messages qui arrivaient sur son téléphone. Quand le coordinateur annonça la promotion de droit, Henri perdit sa couleur. Les diplômés entrèrent en file indienne, et Lise apparut au milieu d'elle. Marchant avec la posture trop ferme de quelqu'un qui a appris à ne pas s'effondrer en public, elle ne regarda pas en arrière. Henri reconnut la façon dont elle serrait son pouce contre le bracelet quand elle était nerveuse. C'était un geste de Claire depuis l'enfance, quand elle tenait un jouet cassé, faisant semblant de ne pas s'en soucier. « Elle », murmura-t-il. Raphaël ne contesta pas. Cette fois, il l'avait aussi vue, mais au lieu de la joie, il ressentit de l'alarme. De l'autre côté de l'amphithéâtre, un homme en costume gris observait Henri, son téléphone collé à l'oreille. Raphaël se pencha et murmura. « Quelqu'un a signalé que vous étiez arrivé. » Béatrice reçut l'appel sur la banquette arrière de la voiture, en route pour le bureau de Beaumont. « Il est dans l'amphithéâtre », dit l'homme. « Et la fille est vraiment à la cérémonie ?» Elle ferma les yeux, non par surprise, mais par calcul. « Prends des photos. Ne t'approche pas. » L'homme demanda s'il devait appeler la presse locale, et Béatrice répondit « Pas encore. D'abord, nous devons transformer cette fille en menace, pas en victime. » En raccrochant, elle trouva Marc assis en face d'elle, car il avait insisté pour l'accompagner sans prévenir. « Transformer qui en menace ?» demanda-t-il. Béatrice sourit comme si elle parlait à un enfant lent, une escroqueuse. « Ton beau-père est probablement vulnérable. » Marc prit son propre téléphone et ouvrit une ancienne feuille de calcul qu'il avait trouvée dans les archives financières de la holding. Il y avait un transfert effectué 2 ans auparavant vers une société de conseil médical en Auvergne, sans contrat annexé, autorisé par Béatrice. Ça aussi, c'était pour protéger Henri. Elle regarda l'écran une seule seconde, mais cela suffit. Marc vit la reconnaissance. Béatrice dit « Tu ne comprends pas comment les grandes familles survivent. » Il répondit à voix basse. « Je commence à comprendre comment elles pourrissent. » Quand le nom de Lise Leroy fut prononcé, l'amphithéâtre explosa en applaudissements ordinaires, de ceux qui appartiennent à tout le monde et à personne. Henri se leva sans s'en apercevoir. Lise traversa la scène, reçut le diplôme symbolique et salua le professeur. Un instant, son visage se tourna vers le fond. Ses yeux rencontrèrent les siens. Il n'y eut pas de sourire, ni de course dramatique. Il y eut quelque chose de pire, une reconnaissance contrôlée. Claire avait entendu. Elle savait qu'il l'avait vu et avait choisi de continuer à marcher. Henri s'assit lentement, écrasé par ce choix. Raphaël perçut sa douleur, mais n'essaya pas de le consoler. « Elle est vivante », dit Henri, comme s'il confessait un péché, « et elle n'est pas venue vers moi. » Raphaël répondit « Peut être parce que pour elle, vous aussi êtes resté mort pendant 2 ans. » La phrase le blessa, mais Henri ne se défendit pas. C'était une douleur juste. Pour la première fois, il ne voulait pas une explication qui l'absoudrait. Il voulait la vérité, même si elle le condamnait. Après la cérémonie, Henri tenta de la rejoindre dans le couloir, mais le mouvement des diplômés, des familles et des photographes rendit tout confus. Il vit la toge noire près d'une colonne, le bracelet brillant, les cheveux simplement attachés. Il appela Claire une fois, trop bas, puis plus fort. Quelques personnes regardèrent. Lise s'arrêta une demi-seconde, mais ne se retourna pas. Un homme âgé, son professeur, s'approcha et posa une main protectrice sur son épaule. Henri comprit le geste et resta immobile. C'était lui qui achetait des immeubles, des hôtels et des consciences d'entreprise d'une signature. Il n'avait pas le droit de traverser ces quelques mètres sans permission. Raphaël le rejoignit avec une expression grave. « Nous devons partir. L'homme en costume gris nous filme. » Henri ne détourna pas les yeux de Lise. « Je ne fuirai pas. » Raphaël répondit. « Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Si Béatrice transforme cela en scandale avant que nous ayons des preuves, Claire peut être publiquement détruite. » Le nom Claire, prononcé par Raphaël, fit accepter à Henri la retraite. Cette nuit-là, Henri séjourna dans un hôtel discret à Lyon,
loin des adresses où les Beaumont avaient l'habitude d'être reconnus. Il ne voulut pas dîner, ne voulut pas parler à Béatrice. Bien que son téléphone affichât 17 appels manqués, Raphaël revint avec des documents préliminaires et une expression sombre. « J'ai trouvé quelque chose. » Henri leva les yeux. Raphaël ouvrit une copie numérique d'un dossier hospitalier, obtenu par voie régulière à partir d'une ancienne demande d'Hélène, qui avait laissé des autorisations préventives en cas de conflit de succession. La nuit de l'accident, 2 jeunes femmes sans identification claire avaient été admises. L'une fut enregistrée comme patiente critique, avec des brûlures et un traumatisme facial. L'autre, avec un traumatisme, mais des signes vitaux stables. Henri se leva. Claire était laquelle? Raphaël montra une ligne. Pendant les premières 48 heures, la patiente stable apparaît sans nom. Ensuite, elle devient Lise Leroy. Henri sentit la pièce tourner. Et la patiente critique, Raphaël, il mit du temps. Ensuite, elle devient Claire Beaumont. Le silence qui suivit ne sembla pas vide. Il sembla rempli d'une morte inconnue, attendant d'être appelée par son nom, à Paris. Béatrice entra seule dans l'ancien bureau d'Hélène, une pièce qu'Henri maintenait fermée par respect ou par culpabilité. Elle connaissait cet endroit mieux qu'elle ne l'admettait. Derrière une étagère de livres juridiques, il y avait un petit coffre ancien qu'elle n'avait jamais réussi à ouvrir. Pendant des années, elle avait essayé de découvrir la combinaison, soupçonnant qu'Hélène y avait gardé des documents capables de menacer sa position. Maintenant, avec la réapparition de Claire, le coffre semblait respirer contre elle. Béatrice passa ses doigts sur la serrure et murmura « Tu as toujours cru que tu étais plus intelligente. » Mais Hélène, morte depuis des années, lui faisait encore face par des papiers, des clauses et une fille qui refusait de rester enterrée. Le téléphone de Béatrice vibra avec un message du docteur Antoine. Accès au dossier miroir, le nom d'Hélène Beaumont apparaît sur l'autorisation. Béatrice ferma le poing jusqu'à ce que ses ongles marquent sa peau, puis répondit « Trouve qu'il a ouvert. » Et si c'est Raphaël Dubois, détruit sa crédibilité avant qu'il ne parle. À l'hôtel, Henri finit par répondre à un appel de Béatrice. Il activa le haut-parleur, Raphaël silencieux à ses côtés. Sa voix vint douce, presque brisée. « Henri, s'il te plaît, rentre à la maison. La presse a déjà commencé à recevoir des rumeurs. Ils disent que tu as été trompé par une étudiante. » Il regarda les documents sur la table. « Qui a dit ça à la presse ?» Béatrice hésita. « Je ne sais pas, mais c'est exactement ce que je craignais. » Henri ferma les yeux. « J'ai vu Claire aujourd'hui. » De l'autre côté, sa respiration changea. « Tu as vu une fille qui lui ressemblait. » Il dit « Elle portait le bracelet. » Béatrice répondit trop vite. « Les bracelets peuvent être copiés. » Henri s'approcha de l'appareil comme s'il pouvait la regarder à travers la ligne. Mais pas la culpabilité. « Et tu parles comme quelqu'un de coupable. » Béatrice resta silencieuse. Quand elle revint, sa voix était froide. « Attention, Henri. La douleur fait paraître un homme riche faible. Et les gens faibles perdent tout. » Il raccrocha sans répondre. Raphaël le regarda. Henri, pâle, dit seulement « Maintenant je sais. Ma fille ne m'a pas appelé pour une remise de diplôme, elle m'a appelé pour une guerre. » Henri ne dormit pas. Il passa la nuit assis devant la fenêtre de l'hôtel, regardant la mer sombre de Lyon comme si l'eau pouvait lui rendre les 2 années qu'on lui avait volées. Sur la table, les documents rassemblés par Raphaël formaient une pile trop petite pour expliquer une si grande tragédie, mais assez lourde pour écraser tous ceux en quoi il avait cru. Claire était vivante. Ou, du moins, la jeune fille enterrée comme Claire n'avait peu, être jamais été Claire. Cette différence semblait technique pour un avocat, mais pour un père, c'était une sentence. À l'aube, Raphaël reçut un court message de Lise. « Église Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Lyon, Dix-0. Il vient seul. Tu attends dehors. » Henri lut l'écran et ressentit une peur enfantine, honteuse. Ce n'était pas la peur de rencontrer une imposteur. C'était la peur de retrouver sa fille et de découvrir qu'elle n'avait plus besoin de lui. Raphaël le remarqua et dit « N'essaie pas d'expliquer d'abord, écoute. » Henri répondit sans arrogance, presque sans voix. « J'ai passé ma vie à donner des ordres. C'est peu. Être pour ça que j'ai perdu le droit de demander quoi que ce soit. » La petite église du Vieux-Lyon n'avait pas le faste des chapelles fréquentées par l'élite parisienne. Les murs clairs étaient marqués par le temps. Les bancs de bois grinçaient et la lumière entrait par de simples vitraux, tombant sur le sol en taches douces. Henri entra sans garde du corps, sans chauffeur, sans le nom Beaumont comme bouclier. Il la vit au 3e banc, de dos, vêtue d'une blouse blanche et d'un pantalon foncé, les cheveux simplement attachés, le bracelet en argent reposait à son poignet gauche. Un instant, il vit Claire à 15 ans, irrité parce qu'il avait acheté un cadeau cher au lieu de se montrer à son anniversaire. Puis il vit la femme devant lui, plus mince, plus dure, avec une cicatrice près du sourcil et un calme qui n'appartenait pas à la fille dont il se souvenait. Elle ne se leva pas quand il s'approcha. Elle dit seulement, en regardant l'hôtel, « Tu es arrivé à l'heure.
Ça a dû être difficile. Henri s'arrêta derrière le banc. Claire. Elle tourna lentement le visage. N'utilise pas ce nom comme si tu n'avais jamais permis qu'on l'enterre. La phrase traversa Henri sans pitié. Il s'assit sur le banc à côté, gardant une distance respectueuse, comme si un faux mouvement pouvait la faire disparaître. « Je ne savais pas », dit-il. Elle sourit sans joie. « Ça a toujours été ta défense préférée. Tu ne savais pas que je pleurais quand Béatrice disait que j'étais comme ma mère. Tu ne savais pas que Marc m'appelait héritière inutile dans les couloirs de l'entreprise. Tu ne savais pas que j'avais été acceptée à Lyon parce que tu n'as jamais lu la lettre. Tu ne savais pas que j'avais appelé cette nuit-là. » Henri ferma les yeux. « Tu as appelé ?» Claire laissa échapper une respiration tremblante. 3 fois. Avant l'accident, je voulais rentrer à la maison. Je voulais m'excuser pour la dispute. La secrétaire a dit que tu étais en réunion et que tu ne pouvais pas être interrompu. Il porta la main à sa poitrine, comme s'il cherchait de l'air. Cette nuit-là, Béatrice était entrée dans la salle de réunion, le visage pâle, et avait annoncé l'accident. Il n'avait jamais posé de questions sur les appels manqués, n'avait jamais voulu savoir ce qui s'était passé avant la fin. Claire le regarda et compléta « Je suis morte pour toi avant de percuter la voiture. » Henri inclina la tête, humilié par une vérité qu'il ne pouvait contester. « J'ai échoué avec toi. » Claire rit doucement, mais ses yeux se remplirent de larmes. « Échouer, c'est oublier un rendez-vous. Ce que tu as fait, c'est livrer ma vie à des gens qui voulaient mon absence. » Il tenta de s'approcher, mais elle leva la main. Non, le geste était petit. « Reste là. » Et il obéit. Claire continua. Maintenant, regardant ses propres mains, je me suis réveillée sans savoir mon nom. Je ne me souvenais pas de tout l'accident. Je me souvenais d'une odeur d'essence, de verre, d'une femme hurlant. Puis je me souviens d'une chambre blanche et d'une infirmière me disant que je devais rester calme si je voulais vivre. Mon visage était blessé. Ma tête me faisait tellement mal que même penser semblait un crime. Quand j'ai demandé après mon père, on m'a dit que je n'avais pas de famille. On m'a dit que mon nom était Lise Leroy. Henri serra le banc avec force. Qui a dit ça? Claire fixa l'autel. Des gens qui recevaient des ordres, des gens qui avaient peur, des gens payés pour transformer une personne en dossier. Devant l'église, Raphaël attendait près du portail, attentif aux voitures qui passaient trop lentement. Il reçut une enveloppe d'une femme aux cheveux gris, en uniforme simple et aux mains nerveuses. Elle ne voulut pas entrer, elle s'appelait Thérèse. Ancienne infirmière de l'hôpital Sainte-Marguerite, Raphaël l'avait rencontrée 2 mois auparavant. Lorsque Claire avait enfin décidé d'arrêter de fuir et de commencer à prouver qu'elle existait, Thérèse avait gardé des copies partielles de dossiers parce qu'elle craignait d'être accusée un jour. « Je n'ai tué personne », murmura-t-elle. « Mais je me suis tue », Raphaël répondit. Le silence laisse aussi des traces. Est-il encore temps de choisir un autre camp? Dans l'enveloppe, il y avait une copie du tableau de service de la nuit de l'accident, une note manuscrite sur 2 patientes féminines non identifiées et un nom écrit dans le coin, presque effacé, Anne-Sophie. Raphaël ressentit le poids de ce nom. Il ne s'agissait pas seulement de Claire. Il y avait une autre jeune femme enterrée sous un mensonge qui n'avait même pas reçu de nom de famille. Dans l'église, Claire raconta le peu qu'elle savait. Une femme inconnue avait été transportée à l'hôpital la même nuit dans un état critique. Pendant 2 jours, les couloirs s'étaient remplis d'agents de sécurité, d'avocats et de médecins qui parlaient à voix basse quand elle se réveillait. Puis, soudain, sa chambre changea. Son nom changea et une assistante sociale apparut avec des documents provisoires. On m'a dit que j'étais victime de violence, que j'avais besoin de protection, que mon passé pouvait me mettre en danger. J'étais confuse. Je croyais quiconque parlait calmement. Henri demanda « Et quand tu as retrouvé la mémoire ?» Claire serra le bracelet. Par morceaux. D'abord, je me suis souvenu de ma mère, puis d'une chanson qu'elle chantait, puis de ton bureau. Et puis je me suis souvenu de la dispute. Je me suis souvenu de Béatrice dans l'escalier, me disant que je ne laisserais jamais Marc être traité comme un intrus dans sa propre maison. Henri leva le visage. « Béatrice a dit ça ?» Claire le fixa. « Tu crois que j'inventerais ?» Il répondit rapidement. « Non. » Mais la hâte n'effaça pas la blessure. Claire détourna le regard. « Avant, tu aurais demandé ce que j'avais fait pour la provoquer. » Le téléphone d'Henri vibra plusieurs fois. Des messages de Béatrice, de Marc, des attachés de presse. Il les ignora jusqu'à ce que Raphaël entre discrètement dans l'église, sans rompre l'accord, et remette la tablette à Claire. Pas à Henri. Elle lut le titre qui commençait à circuler sur les portails de potins d'affaires. Le milliardaire Henri Beaumont est la cible d'une prétendue escroqueuse qui se fait passer pour sa fille morte. En dessous, il y avait une photo d'elle sur la scène de la remise des diplômes, agrandie de manière cruelle, avec la cicatrice visible et le visage pris sous un angle défavorable. Claire resta immobile. Henri se leva avec fureur. « Béatrice. » Raphaël dit. « Il n'y a pas encore de signature, mais la fuite vient de quelqu'un ayant accès à votre agenda et à vos déplacements. » Claire rendit la tablette. « Elle essaie de me tuer de nouveau, cette fois sans hôpital. »
Henri se tourna vers elle, désespéré. « Je vais démentir ça tout de suite. » Claire secoua la tête. « Avec quoi? Avec de l'émotion? Avec de la culpabilité? Elle dira que tu es ébranlé. Elle utilisera ton amour tardif comme preuve contre moi. » Henri resta sans réponse. Pour la première fois, Claire semblait mieux préparée que lui. Non parce qu'elle était froide, mais parce qu'elle avait déjà saigné cette guerre en silence. Raphaël ouvrit l'enveloppe et montra les documents. « Nous avons des indices. Mais il faut encore les relier. La femme enregistrée comme Claire a pu être Anne-Sophie, une patiente sans famille localisée cette nuit-là. Si nous confirmons cela, le décès de Claire perd sa justification, mais nous devons faire attention. » Henri lut le nom Anne-Sophie et ressentit une nouvelle horreur. Il avait pleuré sur une tombe qui contenait peu, être la fille de quelqu'un d'autre ou de personne. Claire ferma les yeux. « Je pense à elle tous les jours. » Henri regarda sa fille. « Tu savais ?» Elle répondit. « Pas au début. Quand j'ai découvert, j'ai pensé à venir te voir. Mais ensuite, j'ai vu l'hommage que Béatrice m'avait organisé pour le premier anniversaire de ma mort. Elle pleurait à la télévision. Tu lui tenais la main et j'ai compris que mon retour ne serait pas une nouvelle, mais une menace. » À Paris, Béatrice réunissait avocats, attachés de presse et 2 anciens membres du conseil de Beaumont Investissement dans une salle vitrée avec vue sur la ville. Elle portait une robe bleue foncée, impeccable, et parlait avec la sérénité de celle qui transformait le poison en rapport. Henri est émotionnellement compromis. Une jeune femme est apparue à Lyon utilisant des symboles personnels de Claire. La priorité est de protéger l'entreprise, la mémoire de ma belle-fille et la stabilité des actionnaires. Un conseiller demanda s'il y avait une réelle chance que ce soit Claire. Béatrice laissa un silence calculé avant de répondre. Claire est morte. Quiconque remet cela en question, remet en question des rapports médicaux, des documents légaux et 2 ans d'histoire familiale. Marc, assis dans un coin, observait sa mère avec une nausée croissante. Il avait reçu d'un analyste interne la confirmation que le transfert vers le cabinet de conseil médical en Auvergne avait été suivi de paiements moindres à un employé de Sainte-Marguerite. Lorsque Béatrice demanda l'autorisation d'émettre un communiqué sévère contre l'imposteur, Marc l'interrompit. « Et si le communiqué se transforme en preuve de diffamation ?» Béatrice lui lança un regard glacial. « Depuis quand défends-tu des étrangères ?» Marc répondit. « Depuis que ma mère a commencé à avoir peur d'une morte. » La réunion se termina dans la tension. Béatrice tira Marc dans une pièce plus petite et ferma la porte. « Tu oublies qui t'a mis ici ?» Il inspira profondément. Pendant des années, cette phrase l'avait fait obéir. Elle l'avait élevé à croire que le monde essaierait toujours de l'expulser, que les Beaumont ne l'accepteraient jamais s'il ne prenait pas sa place avant qu'on ne la lui enlève. Mais maintenant, il voyait la prison dans son ambition. « Tu m'as mis ici pourquoi ? Maman, pour diriger une entreprise ou pour prendre la place d'une fille enterrée vivante ?» Béatrice le gifla. Ce ne fut pas fort par l'impact physique, mais par ce qu'il révéla. Marc porta la main à son visage et la regarda, atone. Béatrice sembla le regretter une demi-seconde, puis se durcit. « J'ai tout fait pour que tu ne sois jamais humilié. » Il répondit à voix basse. « Alors, pourquoi je me sens sale ?» Elle ouvrit la bouche, mais ne trouva pas de phrase toute faite. Marc sortit, et Béatrice, seule, brisa un verre contre le mur. À Lyon. Claire accepta de revoir Henri dans le simple bureau de Raphaël, loin de l'église et des caméras. L'endroit avait des boîtes de dossiers, du café amer et une fenêtre donnant sur une rue étroite. Rien là, bas ne ressemblait à la vie des Beaumont. Et Henri réalisa que Claire respirait mieux dans cet espace que dans n'importe lequel des hôtels particuliers qu'il possédait. Elle posa sur la table une pochette avec des copies de documents, des photos de sa convalescence et des notes de mémoire faites au fil des mois. « Je ne t'ai pas appelé pour me sauver, » dit-elle. « J'ai appelé pour voir si tu étais encore capable de choisir la vérité quand elle nuit à ton nom. » Henri la regarda, comme quelqu'un qui reçoit une sentence méritée. « Je te choisis. » Claire ne s'adoucit pas. « Non, choisis la vérité. » « J'ai déjà été choisi trop tard. » Raphaël intervint avec soin. « Demain, Béatrice devrait formaliser l'accusation de fraude. Si cela se produit, nous devrons répondre par des preuves, pas par une reconnaissance émotionnelle. » Henri acquiesça. « Alors utilisez tout ce que j'ai. » Claire rétorqua. « Ton argent n'achète pas mon identité. » Il baissa la tête. « C'est vrai. Mais il peut être payé l'enquête que j'aurais dû exiger il y a 2 ans. » La conversation fut interrompue par un appel de Thérèse à Raphaël. L'ancienne employée pleurait de l'autre côté. Elle dit qu'un homme était venu chez elle menacer son fils et qu'elle ne témoignerait pas. Claire pâlit. Henri prit son téléphone. Mais Raphaël lui fit signe de ne pas exploser. « Thérèse, écoutez, » dit l'avocat. « N'allez nulle part. Je vais activer une protection légale et enregistrer la menace. » Claire se leva, accablée de culpabilité. « Je l'ai entraîné là, dedans, » Henri répondit. « Non, celui qui menace un témoin est responsable de la menace. » Elle se tourna vers lui, les yeux brûlants. «
Tu parles bien maintenant. Il y a 2 ans, tu aurais fait résoudre ça discrètement. Il accepta le coup. Être, et c'est pourquoi tu n'as aucune obligation de me faire confiance. Le silence qui suivit ne fut pas une réconciliation. Mais pour la première fois, Claire ne détourna pas le regard. Il y avait là une fissure minimale dans le mur. Pas de pardon. Une possibilité. Cette nuit-là, la note officielle de Béatrice fut publiée. Beaumont Investissement se déclarait préoccupé par l'exploitation de la mémoire de Claire Beaumont par des tiers mal intentionnés et promettait des mesures légales contre toute tentative de fraude. Les journaux télévisés répétèrent la phrase. Les commentateurs spéculèrent et l'image de Claire à la remise des diplômes circula avec des légendes cruelles. En quelques heures, Lise Leroy devint une cible. Des collègues envoyèrent des messages confus. Des professeurs appelèrent à la prudence. Un voisin frappa à la porte, demandant si elle avait besoin d'aide ou s'il était vrai qu'on avait trompé le milliardaire. Claire éteignit son téléphone. Elle s'assit par terre dans le petit appartement et serra ses genoux. Henri, à l'hôtel, il vit la couverture et se sentit une haine de lui-même de ne pas pouvoir réparer immédiatement les dégâts. Raphaël arriva avec la dernière nouvelle de la nuit. Le registre original d'Anne-Sophie avait été partiellement localisé dans un fichier municipal. La femme avait existé. Elle avait 23 ans. Elle avait disparu du système la même nuit que Claire était morte sur le papier. Claire se rendit à l'hôtel avant minuit. Contre l'avis de Raphaël, Henri ouvrit la porte et la trouva dans le couloir, sans maquillage, le visage fatigué et une dignité blessée qui lui rappela Hélène. Elle entra sans demander la permission. « Je veux savoir une chose, » dit-elle. « Si demain il est prouvé qu'une autre femme a été enterrée sous mon nom, tu te battras pour elle aussi? Ou seulement pour moi parce que je suis ta fille ?» Henri sentit la question comme le véritable cœur de cette histoire. Il aurait pu répondre rapidement, promettre la justice, utiliser de grands mots. Mais il choisit l'honnêteté. Il y a 2 ans, peut-être que je me serais battu seulement pour toi. Aujourd'hui, si je fais ça, je continue d'être l'homme qui a permis ce mensonge. Claire respira lentement. Il continua. Je découvrirai qui elle était, et je porterai ce nom avec le tien. Pour la première fois, les yeux de Claire tremblèrent non de rage, mais de douleur partagée. Elle marcha jusqu'à la porte avant que les larmes ne tombent, sans se retourner. Elle dit, « Alors demain, arrête de dire que ta fille est revenue. Dis que 2 filles ont été volées à quelqu'un. » Et elle partit, laissant Henri devant la plus grande honte et le premier choix décent de sa vie. Le lendemain matin, Claire se réveilla avant le soleil. Non parce qu'elle avait bien dormi, mais parce que la peur l'avait chassée du lit. Le petit appartement du quartier de la Croix-Rousse à Lyon était silencieux, avec des cartons de livres juridiques appuyés contre le mur et la toge de remise des diplômes, encore accrochée à une chaise, comme un cruel rappel, que le plus beau jour de sa vie s'était transformé en le début d'une guerre publique. Elle se lava le visage, attacha ses cheveux et attacha le bracelet en argent à son poignet avec la même solennité que celui qui enfile une armure. Raphaël arriva à 7 heures avec du café, des documents et de profondes cernes. La note de Béatrice a fonctionné, dit-il, sans détour. Il y a des journalistes à la porte de l'université, à ton immeuble et à l'hôtel d'Henri. Claire prit le dossier de preuve à 2 mains. Alors, nous allons arrêter de courir. Raphaël la fixa. Claire, nous pouvons encore demander une audience réservée, tenter une mesure conservatoire, gagner du temps. Elle secoua la tête. C'est ainsi qu'ils ont gagné avant, dans des salles fermées, avec des papiers que personne ne voyait. Aujourd'hui, si je dois être jugé, ce sera devant suffisamment de monde pour que personne n'efface ma voix. Henri arriva au bureau de Raphaël peu après, sans cravate, avec le visage de celui qui avait passé une nuit entière à parler avec des fantômes. Il n'essaya pas d'embrasser Claire. Il avait appris, tard, que l'amour ne lui donnait pas un droit automatique sur le corps blessé de sa fille. Il posa sur la table un dossier plus épais que celui de Raphaël. J'ai autorisé l'accès à tout ce qui dépend de moi. Registre de la holding, paiement, procuration, procès-verbaux du conseil. J'ai aussi demandé la suspension immédiate de toute note émise au nom de Beaumont Investissement sans ma signature. Raphaël feuilleta les papiers et leva les sourcils. Cela va mettre Béatrice en fureur. Henri répondit. Elle est déjà en fureur depuis que Claire a respiré. Claire observa son père en silence. Il y avait encore en lui l'homme qui arrivait en retard, qui laissait les secrétaires filtrer les appels, qui croyait aux rapports, parce que les rapports étaient plus confortables que les filles difficiles, mais il y avait quelque chose de différent. Il n'essayait pas de guider la vérité, il offrait ses propres armes pour qu'elle décide comment les utiliser. « Aujourd'hui, je ne veux pas que tu parles pour moi, » dit Claire. Henri acquiesça. « Alors je parlerai, quand ce sera ma faute. » Le plan de Béatrice était simple et violent. Elle avait organisé une conférence de presse d'urgence dans l'auditorium d'un hôtel à Paris, utilisant l'argument de protéger la mémoire de Claire Beaumont et la stabilité de l'entreprise. Elle avait invité des journalistes économiques,
des chroniqueurs mondains et quelques influenceurs qui vivaient des scandales familiaux de l'élite. Elle comptait présenter des documents de décès, des photos des obsèques et une chronologie émotionnellement manipulée pour présenter Lise Leroy comme opportuniste. Ce que Béatrice ne savait pas, c'est que Marc, après une nuit passée à fouiller les archives internes, avait envoyé à Raphaël des justificatifs de virement, des messages de comptable et une autorisation signée par elle pour des paiements à des intermédiaires liés à l'hôpital Sainte-Marguerite. Avec, il avait seulement écrit « Je ne fais pas cela par haine envers ma mère. Je le fais parce que je ne veux pas hériter d'un mensonge. » Quand Claire lut le message, elle resta silencieuse très longtemps. Marc n'avait jamais été son ami. Souvent, il avait été cruel. Mais dans ce geste, il y avait un choix qui n'effaçait pas le passé, bien qu'il l'empêchât de continuer à grandir comme un poison. À 11 heures, Béatrice entra dans l'auditorium de l'hôtel comme si elle montait sur scène pour une pièce répétée pendant des années. Elle portait du blanc, couleur choisie avec soin pour évoquer le deuil pur, l'innocence, la maternité blessée. À ses côtés se trouvaient 2 avocats de la famille et un attaché de presse. Derrière, sur un grand écran, apparaissait une grande photo de Claire avant l'accident, souriante aux côtés d'Henri. Béatrice commença d'une voix étranglée, parlant de douleur, de mémoire et de respect. Il y a 2 ans, notre famille a perdu Claire de manière brutale. Aujourd'hui, une femme se faisant appeler Lise Leroy tente de s'approcher de mon mari dans un moment de fragilité. Nous ne permettrons pas que l'image de notre fille soit exploitée. Quelques journalistes prirent des notes, d'autres transmettaient déjà en direct. Puis, au fond de l'auditorium, une porte s'ouvrit. Claire entra la première, vêtue de vêtements sombres et simples, sans bijoux à part son bracelet. Raphaël l'accompagnait, portant une mallette. Henri entra derrière elle. Le murmure fut immédiat. Béatrice s'arrêta une demi-seconde, mais sourit. « Henri, tu n'aurais pas dû venir. » Henri ne répondit pas. Claire s'avança jusqu'au devant, s'arrêtant à quelques mètres de la table où Béatrice était assise. Les flashs commencèrent à éclater. Un journaliste cria « Vous êtes Lise Leroy ou Claire Beaumont ?» Claire se tourna vers les caméras et sa voix sortit ferme, malgré sa main serrée sur le dossier. « Pendant 2 ans, j'ai été forcée de vivre comme Lise Leroy, parce que des personnes puissantes ont décidé que Claire Beaumont était plus utile morte. » L'auditorium explosa de questions. Béatrice frappa la main sur la table. « C'est un mensonge monstrueux. » Claire la regarda pour la première fois. « Monstrueux, c'était d'utiliser un cercueil scellé pour enterrer une vérité que vous ne pouviez pas contrôler. » L'un des avocats de Béatrice se leva, exigeant que les agents de sécurité retirent Claire, mais Henri fit un pas en avant. Il ne cria pas, il n'eut pas besoin de crier. Personne ne la touche. L'autorité de sa voix, la même qui pendant des années avait fait bouger des conseils d'administration et des banques, protégeait maintenant non pas une entreprise, mais une femme qu'il n'avait pas réussi à protéger quand elle était enfant. Claire le remarqua. Elle ne remercia pas, mais elle remarqua. Raphaël connecta sa tablette au système de l'auditorium avant que l'attaché de presse ne puisse l'empêcher. Les documents qui seront affichés maintenant ont été obtenus par des autorisations légales, des registres financiers de Beaumont Investissements elle-même et des copies préservées par une employée de l'hôpital. Toute contestation pourra être faite en justice. Sur l'écran apparut la première ligne chronologique, nuit de l'accident. Admission de 2 jeunes femmes, sans identification. Modification des noms après 48 heures. Décès enregistrés au nom de Claire Beaumont. Sortie secrète d'une patiente nommée Lise Leroy, des semaines plus tard. Béatrice rit, mais il y avait du métal brisé dans son rire, des papiers volants, des indices fabriqués. Claire leva son poignet. Ce bracelet a été enregistré dans l'inventaire de l'hôpital comme un objet retiré de la patiente non identifiée stable, puis il a disparu du dossier. C'était un cadeau de mon père quand j'ai eu 15 ans. Béatrice lui a dit qu'il avait brûlé dans l'accident. Henri regarda les journalistes. Je confirme, ce bracelet appartenait à Claire et je n'ai jamais autorisé son retrait, ni reçu d'explication à son sujet. La deuxième preuve frappa plus profondément. Raphaël afficha l'enregistrement de Thérèse, l'ancienne infirmière, réalisé avec un encadrement juridique la veille, après que la menace eût été enregistrée. La voix de la femme tremblait, mais les mots étaient clairs. Elle disait qu'un ordre administratif avait demandé de transférer l'identité de la patiente critique à la fille d'Henri Beaumont, tandis que la patiente stable serait maintenue sous un autre nom jusqu'à nouvelle directive de la famille. Elle n'accusait pas de médecin spécifique au-delà de ce qu'elle avait vu, n'inventait pas d'héroïsme, ne s'absolvait pas. Elle disait seulement « Je me suis tue parce que j'avais peur », mais la jeune femme qui s'est réveillée en demandant son père n'était pas Lise, elle appelait Henri. L'auditorium se tut. Henri porta la main à sa bouche. Claire regarda le sol. Car entendre sa propre voix perdue par la mémoire d'une autre personne était presque insupportable. Béatrice se leva, maintenant sans sourire.
Cette femme a été payée. Raphaël répondit. La menace contre elle a été enregistrée hier et les paiements, Madame Béatrice, apparaissent dans une autre direction. Puis Marc entra. Il n'avait pas été annoncé. Il portait le même costume que pour la réunion du conseil, mais il semblait des années plus vieux. Béatrice se tourna vers lui avec une horreur authentique. « Marc, ne fais pas ça. » Il s'arrêta à côté de Claire, sans essayer de paraître un allié intime. « J'ai passé ma vie à croire que je devais prendre une place avant que quelqu'un ne m'en expulse. Ma mère a nourri cette peur jusqu'à ce qu'elle devienne ambition. » Béatrice murmura. « J'ai tout fait pour toi. » Marc ferma les yeux, blessé. « Non, tu as fait pour toi-même en utilisant mon nom comme excuse. » Raphaël afficha les justificatifs envoyés par lui, des virements vers un cabinet de conseil médical sans contrat, des paiements fractionnés à des intermédiaires et des messages internes demandant la discrétion sur l'héritière originale. Un journaliste demanda si héritière originale faisait référence à Claire. Marc répondit devant les caméras « Oui, c'est ainsi que ma mère la désignait quand elle pensait que personne ne gardait les messages. » Béatrice recula d'un pas, comme si son propre fils lui avait arraché le sol sous les pieds, mais Claire n'avait pas encore montré la preuve qui changerait vraiment le pouvoir. Raphaël ouvrit le dernier dossier, une copie d'une clause laissée par Hélène Beaumont avant de mourir. Selon cette disposition patrimoniale, une partie des actions d'Hélène passerait exclusivement à Claire à ses 20 et 1 an et aucun administrateur ne pourrait transférer, bloquer ou redistribuer ce patrimoine sans confirmation directe de décès par identification technique indépendante. Comme la reconnaissance utilisée lors du décès était administrative, sans la présence d'Henri, sans test concluant et sous une identité hospitalière altérée, le transfert ultérieur de pouvoir à la structure contrôlée par Béatrice pouvait être remis en question. L'auditorium, qui cherchait auparavant un scandale, assistait maintenant à la chute d'un empire. Henri prit le micro, mais regarda Claire avant de parler. Elle n'acquiesça pas avec tendresse, elle ne l'empêcha juste pas. Il dit « Pendant 2 ans, j'ai accepté des documents parce qu'il était plus facile de croire à la mort de ma fille que d'affronter ma responsabilité. Aujourd'hui, devant tous, je déclare que je reconnais cette femme comme Claire Beaumont, fille d'Hélène Beaumont, et ma fille. Et je reconnais également qu'une autre femme, probablement Anne-Sophie, a été enterrée sous son nom. Ma famille doit des réponses aux 2. Béatrice s'avança vers Henri et, oubliant les caméras, les avocats et les journalistes. « Tu vas tout détruire pour une fille qui te hait. » La question révéla le cœur pourri de sa logique. Claire répondit avant lui. « Non, Béatrice, il va détruire le mensonge qui vous a maintenu debout. » Béatrice se tourna vers elle, les yeux humides, mais sans humilité. « Tu ne sais pas ce que c'est d'entrer dans une famille qui te regarde comme une intruse. Tu ne sais pas ce que c'est d'entendre que ton fils ne sera jamais du vrai sang, ne sera jamais héritier, ne sera jamais suffisant. » Claire inspira profondément. Pour la première fois, elle vit la blessure derrière la cruauté. Elle ne pardonna pas. Elle comprit. « Peut-être que je ne sais pas ce que ça a été pour toi, mais je sais ce que tu m'as fait. » Béatrice resta muette. Marc pleurait en silence. Honteux d'aimer sa mère et de haïr ce qu'elle s'était permis d'être, Henri demanda aux avocats indépendants de transmettre tout aux autorités compétentes et annonça son retrait temporaire de la présidence du Conseil jusqu'à la fin de l'enquête. Ce n'était pas un beau geste. C'était nécessaire, et donc cela avait plus de valeur. La conférence de presse se termina dans le chaos. Les reporters criaient. Les avocats tentaient de limiter les dégâts. L'attaché de presse de Béatrice disparut, le visage blanc. Claire sortit par une porte latérale accompagnée de Raphaël, tandis qu'Henri restait pour répondre aux premières questions difficiles. Une journaliste demanda pourquoi il n'avait jamais exigé de voir le corps. Il aurait pu accuser les sédatifs, le choc, la manipulation. Au lieu de cela, il dit « Parce que j'ai été lâche face à la douleur ». La phrase courut sur les transmissions avant la fin de la journée, dans le couloir de l'hôtel. Claire entendit la réponse sur le téléphone d'une reporter et s'arrêta un instant. Raphaël lui demanda si elle allait bien. « Non », répondit-elle. Mais pour la première fois, la vérité n'est pas seule. De l'autre côté du couloir, Marc la rattrapa. Claire se tendit. Il garda ses distances. « Je n'attends pas que tu me pardonnes. » Elle répondit. « Bien, parce qu'aujourd'hui, je n'y arrive pas. » Il accepta. « Je voulais juste dire que je vais tout remettre officiellement, y compris ce qui me compromet. » Claire l'observa. « Fais-le aussi pour Anne-Sophie. » Marc acquiesça. « C'est le moins que je puisse faire. » Elle dit. « Le moins est arrivé tard, mais c'est toujours mieux que rien. » Le soir, Claire retourna à l'amphithéâtre de l'université, vide après la remise des diplômes. Raphaël était resté dehors, s'occupant d'affaires, et Henri l'avait suivi sans savoir s'il était le bienvenu. Les chaises étaient désalignées. Il y avait des restes de fleurs oubliées et un silence qui semblait appartenir à un autre monde. Claire marcha jusqu'au premier rang et toucha le dossier d'une chaise vide. « J'ai gardé cette place hier, dit-elle. » Henri s'arrêta derrière elle. « Pour moi ?» Elle acquiesça.
sans regarder. Non pas parce que j'étais sûr que tu le méritais, parce que j'avais besoin de savoir si tu viendrais quand personne ne pourrait envoyer une secrétaire dire que tu étais occupé. Il ne répondit pas. Il dit simplement « Je passerai le reste de ma vie à arriver avant, même quand tu ne voudras pas me voir. » Claire ferma les yeux. Cela ne guérissait pas le passé. Mais cela ne sonnait pas comme une promesse vide, cela sonnait comme une dette acceptée. Elle retira le bracelet de son poignet et le posa dans sa paume pendant quelques secondes. Henri faillit s'effondrer, puis elle le reprit. « Il est toujours à moi, dit-elle. » Il sourit en pleurant. Bien sûr, et dans cet amphithéâtre vide. Après une vérité arrachée de force. Père et fille restèrent côte à côte sans se toucher, séparés par 2 ans de fausses morts, mais unis par le premier silence qui ne cachait pas de mensonge. Le lendemain de la conférence de presse. Le nom de Claire Beaumont était sur tous les portails du pays. Mais elle se réveilla dans le même petit appartement, avec la même fenêtre bloquée, le même café léger et la même sensation que survivre ne signifiait pas être entière. Dehors, il y avait des journalistes qui tentaient de photographier la femme qui, pour eux, était revenue d'entre les morts. Pour Claire, cela semblait absurde. Elle n'était pas revenue, elle était restée vivante, ronflant tout le temps, respirant sous un autre nom. Pendant que le monde acceptait son absence comme un fait, Raphaël arriva tôt avec des nouvelles juridiques, des demandes d'entretien et une liste de mesures de protection. « Tu n'as pas besoin de parler à qui que ce soit aujourd'hui, dit-il. » Claire regarda la toge pliée sur la chaise. « J'ai passé 2 ans à vouloir que quelqu'un m'écoute. Maintenant que tout le monde le veut. Je ne sais pas si j'ai une voix. » Raphaël ne répondit pas par un réconfort facile. Il posa simplement sur la table une copie agrandie du dossier d'Anne-Sophie. Alors peut être qu'aujourd'hui, la voix peut commencer par elle. Henri, à Paris, entra pour la première fois dans l'hôtel particulier, Beaumont comme un visiteur de sa propre ruine. Béatrice n'était plus là. À l'aube, ses avocats l'avaient emmené dans un appartement du 6 arrondissement de Paris, loin des caméras et trop près des conséquences. La maison semblait plus grande sans sa présence, mais pas plus légère. Dans chaque couloir, Henri voyait les choix qu'il avait faits par commodité, la porte de la chambre de Claire maintenue fermée pour paraître respectueux, le bureau d'Hélène traité comme un musée, la table de salle à manger où il avait feint l'harmonie tandis que sa fille devenait étrangère au sein de sa propre famille. Marc l'attendait dans la bibliothèque avec de profondes cernes et un dossier à la main. « J'ai tout remis au service juridique indépendant, dit-il. » Henri ne s'assit pas. « Y compris ce qui te compromette ?» Marc acquiesça. « Y compris. » Il y eut un silence difficile. Henri aurait pu crier, l'expulser, le traiter de complice. Au lieu de cela, il demanda « Tu savais qu'elle était vivante ?» Marc répondit, les yeux rouges. « Non, mais j'ai appris à ne pas poser de questions quand ma mère disait de me taire. C'est aussi ma faute. » L'enquête commença sans le spectacle que le public attendait, mais avec le poids froid des conséquences réelles. L'hôpital Sainte-Marguerite releva de leurs fonctions les administrateurs, le docteur demanda un congé avant d'être formellement entendu, et les documents de décès de Claire commencèrent à être révisés par les autorités compétentes. Béatrice, conseillée par des avocats, tenta de soutenir qu'elle avait agi pour protéger Henri d'un effondrement émotionnel, mais les paiements, les messages et l'altération de l'identité faisaient s'effondrer chaque phrase comme du verre fin. Le conseil de Beaumont Investissement accepta le retrait temporaire d'Henri et gela les décisions liées aux actions héritées d'Hélène jusqu'à la conclusion juridique. Pour la première fois depuis des années, le nom Beaumont n'ouvrait pas de porte, il attirait des questions. Des reporters campaient devant le siège de l'entreprise, des analystes commentaient les risques de gouvernance, et des familles qui se disputaient auparavant les invitations au dîner de Béatrice disaient maintenant à voix basse qu'elles avaient toujours douté d'elle. L'élite n'avait pas de mémoire morale, elle avait un instinct de survie. Claire refusa la proposition de retourner à l'hôtel particulier. Henri fit l'invitation une seule fois, avec soin, et reçut un non sans longues explications. Il accepta, bien que cela le blessât. « Puis-je au moins payer un endroit plus sûr ?» demanda-t-il. Claire croisa les bras. « Tu crois encore que la prudence vient avec un acte de propriété ?» Il baissa les yeux. « Parfois, je ne sais pas prendre soin autrement. » L'honnêteté la désarma un peu, mais pas suffisamment. « Apprends. » Ce fut tout ce qu'elle dit. Henri apprit en commençant par le geste le plus petit et le plus difficile pour un homme habitué à tout résoudre par une signature, attendre. Il attendit au rez-de-chaussée quand elle ne voulut pas le recevoir. Il attendit des réponses à de courts messages. Il attendit pendant qu'elle décidait quels documents remettre, quels entretiens refuser, quels souvenirs faisaient encore trop mal pour être partagés. Ce n'était pas de la passivité, c'était une réparation sans public. Et, pour Henri, c'était plus dur que d'affronter n'importe quel conseil d'entreprise. 3 semaines plus tard, le nom Anne-Sophie reçut un visage, non par miracle, ni par un témoin surgi de nulle part,
mais par une enquête patiente croisant les registres d'abri, d'aide sociale et de disparitions non signalées. Anne-Sophie Moreau avait 23 ans. Elle était venue d'une petite ville de province à Lyon à la recherche de travail, avait occupé des emplois temporaires et avait disparu après une nuit où elle avait fait du stop avec des personnes qu'elle connaissait à peine. Il n'y avait pas de mère pleurant devant les caméras, ni de père milliardaire offrant une récompense. Il y avait une sœur plus jeune à Clermont-Ferrand, Jeanne, qui pendant 2 ans avait entendu dire que les adultes disparus choisissent de disparaître. Claire insista pour être présente lorsque Jeanne fut informée. Henri demanda aussi à y aller, mais Claire refusa au début, puis changea d'idée. « Tu vas écouter, tu ne parlas pas en premier », il acquiesça. Dans le petit bureau public où la rencontre eut lieu, Jeanne tint la photo d'Anne-Sophie et pleura sans élégance, sans filtre, sans nom de famille important. Henri pleura avec elle, mais en silence. Pour la première fois, il comprit que sa tragédie n'était devenue une nouvelle que parce qu'elle était riche. La création du fonds Anne-Sophie Moreau ne fut pas annoncée comme du marketing, Claire l'exigea. Henri voulait réparer avec grandeur. Elle l'obligea à réparer avec utilité. Le fonds soutiendrait l'identification des personnes non réclamées, l'assistance juridique aux familles pauvres et des audits indépendants dans les cas d'erreurs graves d'identité hospitalière. « Pas de photo de toi remettant un chèque », dit Claire pendant la réunion avec Raphaël et une équipe technique. Henri faillit sourire. « Tu parles comme ta mère. » Claire resta silencieuse un instant. Hélène était encore un pont sensible entre eux. « Ma mère aurait ouvert ce coffre avant vous tous. » Raphaël, qui avait finalement réussi à déverrouiller l'ancien coffre d'Hélène avec des documents autorisés, posa sur la table des lettres, des clauses patrimoniales et un vieil enregistrement. Dedans, Hélène disait que si quelque chose arrivait à Claire, personne ne devait accepter des décisions trop rapides venant de la famille Beaumont. Henri écouta la voix de sa première épouse et ferma les yeux. Hélène avait prévu le danger qu'il avait ignoré en vivant en lui. Marc chercha Claire un après-midi pluvieux. Devant l'immeuble de Raphaël, il arriva sans chauffeur, sans arrogance, portant une boîte avec des objets retirés de l'hôtel particulier qui lui appartenait. Des livres, des photos, des lettres d'Hélène et un blouson en jean qui gardait encore l'odeur d'un placard fermé. Claire regarda la boîte sans y toucher. « Tu es venu rendre des choses ou soulager ta conscience ?» Marc respira profondément. « Les deux. Peut être, mais je peux partir si cela t'offense. » Elle étudia son visage. Il y avait de la fatigue, de la culpabilité et une sorte de peur nue qu'il cachait auparavant derrière l'ironie. « Tu as été cruel avec moi. » Il acquiesça. « Je l'ai été parce qu'il était plus facile de te traiter de gâté que d'admettre que j'étais envieux. Tu avais du sang, une histoire, une mère qui te protégeait encore morte. J'avais une mère vivante qui m'apprenait que l'amour était une guerre. » Claire ne l'embrassa pas, ni ne lui offrit de rédemption, elle prit seulement la boîte. Remettre des preuves était juste. Cela n'efface pas le reste. Marc répondit. « Je sais. » Pour la première fois, elle crut qu'il savait vraiment. Béatrice accepta un accord partiel quelques mois plus tard seulement. Lorsqu'elle réalisa que sa version ne survivrait pas au document. Elle ne confessa pas tout en larmes, car ce n'était pas le genre de femme qu'elle était. Elle reconnut des paiements indus, des interférences dans les registres administratifs et une omission délibérée d'informations sur la patiente survivante. Elle tenta de préserver Marc. Peut être par amour, peut être par vanité maternelle, peut être parce que les deux choses en elle s'étaient toujours mélangées jusqu'à devenir indiscernables. Elle perdit son poste, l'accès à la structure de Beaumont, une partie de son patrimoine en litige et le masque social qu'elle valorisait le plus. Lors d'une audience à huis clos, elle vit Claire de l'autre côté de la pièce et dit simplement « Je voulais garantir une place à mon fils. » Claire répondit, sans élever la voix, « Tu as volé la mienne pour construire la sienne. » Béatrice ne demanda pas pardon. Claire n'avait pas besoin de son mot pour avancer. Certaines personnes n'offrent pas de repentir, elles offrent seulement la preuve finale de qui elles ont choisi d'être. Le temps ne guérit pas tout, mais il réorganisa la douleur dans des endroits moins étouffants. Claire acheva son stage juridique à Lyon et refusa 3 propositions de cabinets célèbres qui voulaient l'utiliser comme un symbole. Elle choisit de travailler avec Raphaël sur des cas d'identité civile, d'héritage vulnérable et de familles écrasées par des institutions trop grandes. Henri retourna lentement à la vie publique, non pas comme l'homme d'affaires invincible d'avant, mais comme un homme surveillé par sa propre histoire. Il maintint son retrait jusqu'à la conclusion principale de l'enquête et revint ensuite avec des pouvoirs réduits, un conseil indépendant et des engagements qu'il aurait auparavant qualifiés d'exagération. Certains disaient qu'il était devenu faible, il ne s'en souciait pas. La faiblesse, il le savait maintenant, c'était de signer des papiers pour ne pas regarder la douleur en face. Les vendredis, il voyageait à Lyon sans avertir la presse. Parfois, Claire acceptait de dîner, parfois non. Quand elle acceptait, elle choisissait des endroits simples,
où il devait attendre une table comme n'importe qui. Il ne se plaignait jamais. Près d'1 an après la remise des diplômes, Claire présenta son travail final dans un petit amphithéâtre universitaire. Ce n'était pas une cérémonie glamour. Il n'y avait pas de diffusion nationale, ni de scandale. Il y avait des professeurs, quelques amis, Raphaël, adossé près de la porte, et Jeanne Moreau, assise discrètement au milieu de la salle. Henri arriva 20 minutes en avance, tenant un bouquet de fleurs blanches, sans emballage luxueux. Il s'arrêta devant le premier rang et demanda des yeux s'il pouvait s'asseoir. Claire, déjà à la table, respira profondément et montra la chaise vide. Il s'assit. Pendant toute la présentation, il ne regarda pas son téléphone une seule fois. Quand Claire parla du droit au nom comme forme minimale d'existence, sa voix trembla, mais ne se brisa pas. Elle dit qu'une société révèle son caractère par la façon dont elle traite ceux qui n'ont personne pour les chercher. Henri baissa la tête, touché et fier. À la fin, il fut le premier à se lever pour applaudir, mais il ne fit pas de spectacle. Il applaudit simplement comme le père qui avait enfin appris à arriver. Après la présentation, Claire sortit dans le couloir, portant des livres et des fleurs offertes par des collègues. Henri l'attendait à quelques pas, sans l'envahir. Elle s'approcha lentement. « Tu es venu tôt », dit-elle. Il sourit avec tristesse. « Je m'entraîne. » Claire regarda le bouquet dans ses mains. Fleurs blanches. Henri répondit. « Pour toi et pour Anne-Sophie. » Pour la première fois, Claire ne se détourna pas de la douleur partagée. Elle prit une fleur et en donna une autre à Jeanne, qui pleura en silence. Raphaël observait de loin, comprenant que certaines victoires ne ressemblaient pas à des explosions, mais à des respirations moins lourdes. À la sortie de l'amphithéâtre, Henri marcha aux côtés de sa fille. Il n'essaya pas de lui tenir la main, ne demanda pas à être appelé papa. Alors, déjà près de l'escalier, Claire s'arrêta et dit doucement « Je ne sais toujours pas tout pardonner », Henri répondit. « Je ne mérite toujours pas tout. » Elle le fixa, et il y avait des larmes dans leurs 2 yeux. Puis elle dit « Mais tu peux marcher avec moi jusqu'à dehors. » « Papa ». Le mot sortit petit, blessé, imparfait. Pourtant, il ouvrit une porte. Henri marcha à ses côtés, sans arriver en retard, tandis que le soleil de Lyon touchait la rue comme si le monde, enfin, avait appris à prononcer le nom juste des vivants et des morts.